Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour une installation de Debian Seed Cinnamon sur une machine que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, c'est le fameux PC portable coupé en deux. Et donc, du coup, comme j'ai fait plusieurs installations de Debian sur diverses machines, maintenant, je sais plutôt pas mal comment ça fonctionne. Donc, du coup, je vais pouvoir vous faire un tutoriel d'installation assez, assez complet. Alors, déjà, tout d'abord, nous avons les deux étapes préliminaires. La première étape qui est de configurer son ordinateur pour qu'il puisse booter depuis l'USB ou depuis un lecteur CD, peu importe. Et la deuxième étape étant de faire en sorte que sa machine soit dotée du coup déjà de port USB, ce qui est déjà le strict minimum. Et troisièmement, voilà, de créer une clé USB de boot de Debian Live CD. C'est-à-dire qu'en gros, il vous faut une net install de Debian qu'un ISO qui pèse à peu près entre 40 et 50 mégaoctets, qui est téléchargeable sur le site officiel de Debian et aussi sur d'autres miroirs. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est dit. Donc je vous recommande d'utiliser ou bien Rufus si vous êtes sur Windows, et si vous êtes sur Linux, je vous recommande d'utiliser Etcher, qui est un logiciel de création de clés USB assez compétent. Donc là, quand vous avez trouvé la lettre, enfin oui, la touche pour booter sur la clé USB. Donc là, pour arriver au menu de boot, vous devez arriver à un menu qui ressemble à celui-ci ou pas, qui vous propose plusieurs possibilités. Donc là, l'USB, le disque dur, le lecteur optique et le réseau. Donc là, nous allons sélectionner l'USB. Voilà. Donc là, nous avons un petit bip de la part de l'haut-parleur système. Donc là, voilà, nous avons quatre possibilités. Donc install, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Advanced Options. Donc là, on sélectionne Expert Install. Voilà. Donc là, normalement, vous devriez avoir tout un menu qui va vous proposer l'installation de Debian. Donc là, Debian est en train de charger. Voilà. D'ailleurs, je tiens à vous dire aujourd'hui que c'est la première vidéo que je fais stabilisée, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, le téléphone est stabilisé de sorte à ce qu'il ne bouge pas trop. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai souhaité faire afin d'améliorer la qualité des vidéos parce que j'ai remarqué en faisant la mise en ligne que parfois c'était pas toujours terrible. Donc, alors, première étape, sélectionnez la langue. Donc, normalement, ça vous calera toujours vers le premier. Choose language. Donc là, nous, dans notre cas, nous allons choisir French. Ça veut bien faire le point. Ça ne le fera pas, tant pis. Voilà, France. France. Alors là, vous appuyez une fois sur tabulation, c'est-à-dire la touche qui est juste en bas du. Alors, vous avez la touche échappe, vous avez la touche carré, et en dessous, vous avez la touche tabulation. Vous appuyez sur continuer. Alors, Access Software for Blind Person Using a Braille Display, on s'en fout. C'est intéressant que si vous êtes malvoyant. Configurez le clavier. Alors, par défaut, ça vous propose le clavier français, donc vous appuyez sur Entrée. Détecter le matériel réseau, ça c'est très important vu qu'on fait une net install. Donc, et vous remarquerez que d'ailleurs, ça n'est pas moi qui appuie sur les flèches haut et bas, mais c'est bien Debian qui fait ça automatiquement. Donc là, il est en train de détecter le matériel réseau pendant que je vous parle. Et il marque ici, certains matériels ont besoin d'un microcode non libre pour fonctionner. Ce microcode peut être chargé depuis un support amovible. Donc là, en l'occurrence, il me parle des pilotes Wi-Fi de chez Realtek. Donc le RTL 8192 CFW.bin. Mais vous risquez d'avoir un message différent si vous installez ça sur un autre laptop ou sur une autre machine. Alors généralement pour les cartes réseau internes, ce message n'apparaît pas, mais pour les cartes Wi-Fi, ça apparaît très souvent. Donc là, vous allez faire oui, et vous devriez avoir un message qui devrait apparaître. Ensuite, on devrait retrouver notre menu. Alors, il nous propose également, voilà, pour les deux, parce que visiblement, il y a deux entrées dans le LSPCI. Donc là, nous allons appuyer sur non cette fois-ci, puisqu'en réalité, il voulait charger le firmware depuis le réseau, mais je pense qu'il ne peut pas le choper vu qu'il n'a pas détecté l'autre carte réseau, parce que j'ai connecté l'ordinateur en RJ45, mais en l'occurrence, visiblement, il veut les drivers Wi-Fi, mais il n'avait pas réglé le RJ45 d'abord. Donc là, maintenant, configurer le réseau. Donc là, il vous demande d'indiquer le délai maximum pour la détection de la présence du réseau. Délai d'attente en secondes, vous laissez 3 par défaut. Donc là, il vous propose plusieurs interfaces réseau. Donc là, vous en avez deux. Donc vous avez la première pour le EN machin
PK13.0, je vais voir si je peux vous tourner très légèrement le téléphone. Voilà, ça devrait être mieux comme ça pour vous. Voilà, donc moi je vais sélectionner le premier. Faut-il configurer le réseau automatiquement? Oui. Délai d'attente en secondes, on laisse tout par défaut, on s'en fout. Donc là, il va tout faire par défaut à ce niveau-là. Il va se connecter au réseau comme ferait n'importe quelle machine sous Linux ou sous Windows en DHCP. Donc la configuration automatique a réussi. Donc là, il nous propose de marquer un nom pour la machine. Donc là, en l'occurrence, on va marquer Toshiba. Parce que la machine que je reconditionne actuellement est un Toshiba. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière en ce qui concerne Debian Seed. Parce que là, c'est juste une vidéo installation. Donc domaine, on n'en met pas. Là, en l'occurrence, maintenant, il nous propose, donc je vais faire la mise au point manuelle. Alors, est-ce qu'il veut bien faire la mise au point ou pas? Non, il ne veut pas. Donc, en gros, je vais vous lire, choisir un miroir de l'archive Debian. Voilà. Donc, il vous demande où voulez-vous télécharger les fichiers en HTTP. L'emplacement du miroir France. Le choix du miroir, je vous recommande de prendre le miroir officiel. Mandataire HTTP, on n'en a pas, on s'en fout. Donc là, c'est un moment aussi assez important. Nous allons choisir Debian Seed. Voilà, donc celui qui est tout en bas. Et là, maintenant, va être temps d'installer les composants d'installation. De choisir donc tous les composants d'installation. Alors, là, il vous propose de télécharger différents composants. Alors, tout ceci, alors les deux premiers, je m'en fous. Celui-ci, je m'en fous aussi. Ces deux-là, les Debian Edu, je m'en fous aussi. DI Util Exit, je m'en fous aussi. Driver Injection, Disk Eject, ça ne m'intéresse pas non plus. Eject UDEB, ça ne m'intéresse pas. EMDebian Archive Keyring UDEB, ça ne m'intéresse pas non plus. Tout ceci non plus. Alors, c'est à partir du Events Module, du Fuse Module et tout ceci ne m'intéresse pas non plus. MBR UDEB, MDCFG, on s'en fout. Mouse Module. Multipath Module, NBD Modules, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. OpenSSH Client à la rigueur, Parted UDEB, on s'en fout pas mal. Pas très intéressant, sachant que je ne fais pas du partitionnement terrible sur cette machine. Alors, Rescue Mode, SCSI, NIC Module, SquashFS Module, alors celui-là quand même, ces trois-là je les garde. Voilà, et UDF Module. Donc maintenant, un coup sur tabulation comme tout à l'heure, et continuer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à faire. Donc là, maintenant, il va aller télécharger directement sur Internet tous les applicatifs qui sont à installer. Donc là, en l'occurrence, il télécharge les composants de base pour pouvoir faire l'installation, on va dire, de manière assez basique. Sachant que je n'ai pas sélectionné beaucoup de modules, ça va se télécharger assez vite. Donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément parler pendant très longtemps non plus. Voilà. Donc je vous reprends une fois que c'est terminé. Le téléchargement des composants d'installation est terminé. Donc maintenant, il m'a automatiquement glissé en dessous, créer les utilisateurs et choisir les mots de passe. Alors, faut-il activer les mots de passe cachés, shadow password? Pourquoi pas, oui. Faut-il autoriser les connexions super utilisateur? Oui. Alors, le mot de passe du super utilisateur, en l'occurrence, moi je ne laisse qu'un seul caractère. Et là, vous appuyez 2 fois sur tabulation et vous appuyez sur entrée. Confirmation du mot de passe, vous remettez ce que vous voulez. Voilà, donc pareil, vous appuyez 2 fois sur tabulation. Alors, il vous propose d'utiliser un compte utilisateur, donc que moi en l'occurrence je vais appeler user. Je vais taper sur entrée, identifiant pour le compte utilisateur, tabulation, suivant. Mot de passe pour le nouvel utilisateur, pareil, je ne mets pas de mot de passe, confirmation du mot de passe, je mets juste un mot de passe très très bateau, dont on se fout un peu. Configurer l'horloge, alors là vous appuyez sur oui automatiquement. Donc, vous remarquez quand même que l'installation d'une Debian peut paraître un petit peu archaïque pour les débutants, mais en réalité on ne fait presque qu'appuyer sur entrée. Donc en fait, ce tutoriel-là est là bon, pour vous montrer quand même les lignes directrices de l'installation d'une Debian, mais il est aussi là pour vous montrer que l'installation d'une Debian, même pour un débutant, sans l'utilisation de la GUI install et puis de tout ce genre de trucs, donc avec l'installation en graphique, donc du coup avec le live CD d'installer ou ce genre de truc, c'est assez simple parce que vous avez juste à appuyer sur entrée, encore une fois. Vous n'avez même pas à sélectionner quoi que ce soit. C'est vraiment très très simple. Moi je trouve que l'installateur en ligne de commande comme ça, bon, disons que c'est du mode texte qui a été hacké comme on dit, c'est-à-dire que bon, il y a moyen, c'est le text mode pour avoir un peu plus
couleurs comme on faisait à l'époque de MS-DOS. Alors donc là, il vous propose l'utilisation du mode assisté. Donc vous avez les trois différents modes assistés. Donc chiffré avec LVM, juste avec LVM et non chiffré, et juste utiliser un disque entier. Alors là, en l'occurrence, nous allons utiliser LVM. Donc nous allons cliquer sur le deuxième. Et moi, je vous recommande également d'utiliser le deuxième, parce que LVM est quelque chose d'assez simple. Alors là, c'est très important. Vous sélectionnez bien votre disque dur. Si n'installez pas ça sur la clé USB sur laquelle vous avez Debian installé. Alors en l'occurrence, maintenant que Debian est chargé en RAM, ça ne devrait pas poser de problème. Mais bon, nous on veut installer sur le disque dur, donc on installe sur le disque dur. Alors là, il vous propose d'installer ça sur une seule et même partition. Il vous propose d'installer ça sur une seule partition, donc recommandé pour les débutants, avec la partition home séparée et avec la partition home, var et temporaire séparée. Moi perso, je vous recommande de choisir la troisième option. Voilà, ça c'est assez important. Donc là maintenant, il vous demande de confirmer. Donc vous appuyez un coup à gauche et vous appuyez sur Entrée. Donc là, il va vous demander le nom du groupe de volume. Vous pouvez laisser par défaut, vous mettez ce que vous voulez comme nom, on s'en fout pas mal. Là, il vous met la quantité d'espace sur le groupe de volume maximale. Donc par défaut, il vous met la taille maximale. Donc moi, je ne vais pas m'embêter, je vais appuyer sur Entrée. C'est vraiment pas quelque chose de particulièrement compliqué à faire encore une fois. Donc là, il va formater les partitions. Voilà. Donc, il va vous proposer d'appliquer ou pas les changements. Vous appuyez une fois à gauche et vous appuyez sur oui. Voilà. Donc il vous fait le résumé. Voilà, vous appuyez sur oui. C'est pas compliqué. Tout se fait vraiment très très simplement. Donc là, vous pouvez voir le formatage des partitions qui se fait en temps réel. Et si jamais ça prend trop de temps, je couperai. Mais là, en l'occurrence, franchement, ça n'est vraiment pas quelque chose qui est très très long vu que c'est du formatage rapide et puis qu'après ça passe en LVM. Alors moi personnellement, pourquoi est-ce que je vous recommande de faire en LVM? Tout simplement parce que LVM est une technologie qui permet de redimensionner plus facilement les partitions, de créer des instantanés, tout ce genre de délire. Voilà, c'est quelque chose qui est proposé dans la majeure partie des distributions aujourd'hui. Donc pourquoi ne pas en profiter? Là en l'occurrence maintenant, nous sommes arrivés à la partie où nous devons installer le système de base. Donc là, il va télécharger tous les paquets les plus importants. Donc là, tout ce qui correspond vraiment au cœur du système et ce qui correspond au shell de base, donc c'est-à-dire tout ce qui est Debian très très basique. Là, il va l'installer maintenant, donc il va récupérer sur Internet les paquets qui sont nécessaires. C'est ça aussi l'avantage d'une NetInstall, c'est que lorsque vous installez Debian avec l'installateur mini.iso, vous allez récupérer directement sur Internet les dernières versions de vos applications. Et donc, vous n'aurez pas de mise à jour à faire après l'installation. C'est-à-dire que après l'installation, tout ce que vous pourrez faire, c'est utiliser votre système d'exploitation. Et sans aucune restriction, vous n'aurez pas de mise à jour. Tout ce que vous aurez à faire à la rigueur, c'est d'installer vos pilotes graphiques si vous avez une carte graphique dédiée de type Nvidia. Vous avez une carte Nvidia, il est recommandé d'installer les pilotes graphiques. Si jamais vous n'avez pas de carte Nvidia et que vous avez une carte AMD ou une carte Intel, l'installation des pilotes se fait automatiquement. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Aucune difficulté à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Donc là, je vais couper une fois le téléchargement terminé. Donc là, pour l'instant, c'est en train de récupérer les paquets. Et ensuite, après, dans un deuxième temps, ça les installera. Je vous reprends une fois que c'est terminé. Et bien, c'est là que nous reprenons donc l'installation, une fois tout le bazar terminé. Et là, du coup, il vous propose toute une liste de noyaux installés. Donc, par défaut, c'est celui-ci, le Linux Image AMD64. Alors, je ne vous recommande absolument pas de choisir aucun. Ça, c'est très très con de faire ça, puisque après, ça rend votre installation inutilisable de base. Donc, c'est-à-dire que vous aurez besoin par la suite de bidouiller pour que ça fonctionne. Donc, ça n'est pas intéressant dans notre cas. Moi, je vous recommande de sélectionner Linux Image AMD64. Voilà, ça n'est pas bien compliqué. Et le noyau se télécharge et il s'installe dans la foulée.
Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est assez rapide à se faire. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci vraiment très très important. Alors, image générique ou image ciblée, je vous recommande de prendre une image ciblée. Et comme ça, vous installez juste ce dont vous avez besoin pour votre machine et du coup ne pas avoir tous les add-ons qui seraient proposés pour des machines ou du hardware que vous n'avez pas dans votre machine. Donc en l'occurrence notamment quand on a un PC portable assez classique, on a besoin de plus d'add-ons que si on a une tour qui ne contient pas toutes les mécaniques d'économie d'énergie qu'un laptop a, qui ne contient pas tout ce qui concerne la webcam, le micro, les enceintes et tout ce genre de trucs, c'est tout déporté autre part. Et, et je ne parle même pas du clavier intégré, et puis de tout ce genre de trucs, tous les petits add-ons, tous les petits machins qui tournent à droite à gauche, qui sont gérés par le kernel. Ce sont en gros oui, on peut appeler ça des drivers d'une certaine manière, sauf que c'est intégré. Tout est embriqué dans un seul et même. Euh, on a voilà toute la couche de gestion du matériel est au même endroit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas un truc en dessous, un truc au-dessus. La seule chose qui est un petit peu différent et qui n'est pas tout à fait au même endroit, c'est les pilotes graphiques et les pilotes Wi-Fi, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui sont un peu plus loin, notamment les pilotes Nvidia. Mais tout ce qui est pilote Intel et AMD, c'est embriqué et ça s'installe assez bien. L'intégration avec les pilotes Nvidia est nettement moins qualitative. C'est pour ça que je vous recommande pas d'installer Linux sur une machine qui a des drivers et une carte, en l'occurrence Nvidia. Ni même pour les chips. Bon, pour les chipsets Nvidia, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais si jamais vous envisagez d'installer Linux sur une machine avec une carte Nvidia récente, vous risquez d'avoir des problèmes. À la rigueur, avec une carte un peu ancienne, qui daterait voilà, d'avant 2011, 2012, qui supporterait le pilote libre correctement. Si vous allez sur le site du pilote libre nouveau, comme il s'appelle, alors c'est le pilote nouveau pour les Nvidia, il va vous marquer qu'il supporte toutes les cartes graphiques jusqu'à la GTX 2080 Ti, mais le support n'est pas terrible. Le support est loin d'être parfait et c'est même très très expérimental. Pour les anciennes cartes, ça pose pas de problème parce que le pilote a besoin d'être moins mature. Mais en ce qui concerne toutes les dernières fonctionnalités que proposent les cartes Nvidia, c'est pas intéressant, autant installer les pilotes propriétaires. Voilà, ça aussi c'est dit. Donc du coup, vous allez vraiment avoir on va dire, l'expérience donc du coup de l'installation d'une Debian Seed que vous voyez donc en direct devant vos yeux, ébahis ou pas, parce que ça reste simplement un terminal à la similaire à ce qu'on a quand on installe Ubuntu. Donc là maintenant il nous propose de configurer l'outil de gestion des paquets. Donc souhaitez-vous avoir des paquets non libres? Alors moi personnellement je n'y vois pas d'inconvénient, donc j'appuie sur oui. Activer les dépôts sources dans apt? Oui, pourquoi pas. Voilà. Donc là, il va installer les, les repositories que j'ai sélectionnés. Donc, vu que j'ai sélectionné les dépôts non libres, il va les activer et il va mettre les flags contrib, main, non free, tout ce genre de trucs dans le source.list de apt. C'est en l'occurrence ce qui va se passer. Voilà. Là maintenant, choisir et installer des logiciels. Alors là, c'est assez intéressant parce que c'est là que nous allons pouvoir avoir quelques petites fonctionnalités donc du coup à choisir. Nous allons pouvoir notamment choisir notre environnement de bureau qui dans ce cas-là va être Cinnamon. Nous allons également pouvoir choisir tout un tas de paquets du coup que l'on installera ou que l'on n'installera pas. Ça assez, assez intéressant. Donc, il installe tout un tas d'applications du coup de son côté. Voilà. Donc là maintenant il nous propose de choisir ou pas l'installation automatique des mises à jour. Donc moi oui je veux bien installation automatique des mises à jour de sécurité. Voilà. Donc ça, il met à jour la update policy. Donc du coup maintenant les mises à jour de sécurité se feront automatiquement. Par contre les mises à jour d'application ne se feront pas automatiquement parce que ça n'est pas
parce que ça n'est pas comme ça que fonctionne Debian. Les mises à jour de sécurité et les mises à jour des applications, ce sont dans deux dépôts différents en réalité. Enfin, disons que c'est un petit peu séparé. C'est comme sur Ubuntu en fait, et comme sur toutes les distributions à base de Debian, donc notamment Linux Mint, notamment Ubuntu, et toutes les dérivées de Ubuntu, donc notamment la Kubuntu, la Xubuntu, l'Ubuntu, et d'Ubuntu, Gen d'Ubuntu, bon ça nous on s'en sert pas parce que c'est pour la gendarmerie, et bon, la KDE Néon, et puis tout ce genre de distribution là un petit peu à part, et qui sont d'ailleurs des forks de Debian d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est basé sur Debian de base, mais il y a eu énormément de modifications de sorte à ce que ça prenne l'aspect d'une distribution complètement autre, donc notamment Ubuntu qui est une distribution commerciale par rapport à Debian qui ne l'est pas vraiment. Debian qui est une distribution de base qui est orientée pour serveur, mais nous allons voir dans cette vidéo que l'utiliser pour un desktop, ça prend tout son sens. Et d'ailleurs, je pars du principe que, selon moi, Debian Seed est la rolling release la plus stable de tout l'écosystème Linux. C'est-à-dire que Debian Seed, c'est considéré comme étant non stable, mais en réalité, si vous regardez la fraîcheur des paquets qui est assez ancienne, et tout ce qui concerne les, les politiques en général pour pousser les mises à jour, vous remarquez que c'est quand même relativement conservatif, voire même nettement plus, encore plus conservatif qu'une Manjaro ou même qu'une autre rolling release du genre, ou même qu'une Solus, ou peu importe. Donc là, il vous propose d'envoyer anonymement au responsable les statistiques sur les paquets qu'on utilise le plus souvent. Alors, moi, je veux bien, pas de problème. Ça n'est pas quelque chose qui est vraiment problématique, vu que bon, Debian est une société qui ne transmet pas vos données à des tiers ou à des trucs comme ça, donc il n'y a pas vraiment de problème à transférer vos données à droite à gauche. Donc là, c'est intéressant, puisque maintenant il vous propose de choisir votre environnement de bureau. Vous pouvez choisir GNOME, XFCE, KDE Plasma, Cinnamon, que moi je vais choisir en l'occurrence, LXDE, donc, sachant que vous pouvez sélectionner plusieurs environnements de bureau, je n'en vois pas l'intérêt, mais vous pouvez, LXDE, LXQT, serveur web, serveur d'impression, serveur SSH, utilitaire visuel du système. Alors moi personnellement je vais installer également le serveur SSH, voilà, et je vais faire, on appuie un coup sur tabulation comme tout à l'heure, et continuer. Donc là, dorénavant, il va m'installer tous les paquets concernant Cinnamon et tout le bazar. Donc là, en l'occurrence, il y a 1479 paquets. Je vous reprends quand c'est terminé. Donc, nous nous retrouvons pour la suite de la vidéo. Donc maintenant, nous avons l'installation du programme de démarrage Grub sur un disque dur. Il convient d'appuyer sur Entrée. Et donc du coup, ensuite après, il va nous installer le chargeur de démarrage sur le disque dur. Quand on allumera l'ordinateur, ça bootera automatiquement, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ça va se faire très très rapidement, généralement ça prend environ maximum 1 minute. J'ai vu ça en fonction des machines, voilà. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose qui pose problème généralement, ça se fait assez rapidement. En l'occurrence, ça installe Grub et vous avez également le choix en dessous, comme vous avez peut-être pu le voir, d'installer Lilo, qui est un autre gestionnaire de montage, gestionnaire de démarrage. Donc du coup, vous pouvez installer soit l'un soit l'autre. Moi perso, j'ai jamais eu de problème avec Grub, j'ai jamais testé Lilo, donc personnellement j'utilise Grub, mais peut-être que Lilo est aussi une excellente alternative, je n'en ai aucune idée. Donc il vous propose d'installer Grub sur le secteur d'amorçage, oui. Donc vous sélectionnez bien évidemment le disque dur. Alors, faut-il forcer l'installation sur le chemin des supports amovibles UEFI? Oui. Voilà. Donc ça, c'est fait également. Donc ça s'installe sur le Grub install DEV SDV, donc sur la partition de boot. Normalement, ça s'installe parce que tout à l'heure, il nous a fait créer une partition home, une partition var, une partition swap et une partition boot. Sachant qu'il y a 4 Go de RAM, Debian aime bien avoir une partition de swap, généralement il en installe toujours une de base. Et quand on fait des partitionnements personnalisés, il gueule parce qu'il n'y a pas de swap et que Debian
de base, normalement il y a du swap. D'ailleurs, en ce qui concerne les partitions, c'est toujours bien d'avoir des partitions séparées, comme ça en cas de problème, vous êtes tranquille. Et puis si jamais par exemple votre Linux il saute, et vous avez vos données qui sont protégées, vu que sur toute la partition home, vous n'aurez pas de reformatage à faire, vous aurez juste à récupérer vos données quelque part, et puis voilà. Donc là maintenant, nous n'avons plus qu'à cliquer sur terminer l'installation. Donc là maintenant, il va faire quelques scripts post-install, donc notamment là on voit la création des utilisateurs, configuration des paramètres d'horloge et puis tout ce genre de trucs. Alors généralement je vous recommande toujours de marquer non, comme ça il vérifie et il le fait pour en ce qui concerne l'horloge. Comme ça il n'y a pas vraiment de problématique à ce niveau là. Donc maintenant on peut alors nous allons revenir en arrière pour changer la priorité des questions de configuration, on s'en fiche. Sauvegarder les journaux de débogage, on s'en fout. Exécuter un shell, on s'en fout. Et interrompre l'installation, c'est sur là que nous allons cliquer. Voilà. Donc là maintenant, à ce moment-là, l'ordinateur va redémarrer. Et donc, une fois que l'ordinateur aura redémarré, nous allons pouvoir booter sur Linux. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai la clé USB, voilà, donc c'est justement très important de vous montrer ça. Vous débranchez la clé USB une fois que vous êtes arrivé sur ce menu et vous faites un petit contrôle Alt Supr des familles, ce qui va rebooter l'ordinateur. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir démarrer Debian. Voilà, donc là, Debian, il me propose le démarrage ici. Donc, et ça se fait automatiquement. Il choisit automatiquement de booter ou pas. Ça n'est pas problématique. Donc là, on a quelques petits messages d'erreur en haut. Ça, voilà, ça c'est normal. Il vient de redémarrer. Voilà, donc c'est le tout premier démarrage. Donc il y a tout un tas de petits trucs qui vont se faire. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc généralement, le temps de démarrage d'une Debian est assez court vu que il n'y a pas beaucoup de trucs qui se lancent au démarrage. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas installé grand chose, on n'a pas pris le bureau le plus lourd, on a été quand même assez conservatif. Sachant que sur des machines assez anciennes, comme je dis assez anciennes, mais elles datent de 2011. C'est un PC portable qui date de 2011, mais malgré tout, il n'est pas très puissant. C'est un AMD E300, je crois, 1 Go 4, ça n'est pas particulièrement puissant. Voilà, donc là, on voit le glitch graphique qui est dû au pilote AMD. Voilà, donc là, normalement, on devrait avoir un curseur qui devrait arriver dans peu de temps. Voilà, un curseur qui n'est bizarrement pas au centre, c'est assez étonnant. Voilà, donc là, nous allons taper notre identifiant et notre mot de passe. Et je pense que là, après, nous allons configurer la résolution. En dessous, il est marqué Debian 10, mais à la rigueur, on s'en fout pas mal que ça soit marqué Debian 10 ou pas. Donc nous nous retrouvons une heure plus tard, après l'installation de tout un tas de paquets. Donc là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir ici, en bas. Alors, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Voilà, on voit assez mal. Tant pis. Eh bien, j'ai fait le choix d'installer 2040 paquets. Donc 2040 paquets, c'est tout un tas d'applicatifs. Alors ça peut paraître beaucoup 2040 paquets, mais 2040 paquets ne correspond pas à 2040 applications. Là notamment j'ai installé Chromium. Si je ne m'abuse, j'ai également installé d'autres trucs, notamment les drivers, Epiphany, qu'est-ce que j'ai installé pas mal de jeux aussi, pas mal de petits jeux, de petits machins, Dolphin, bon, OpenJDK pour Java, et puis bon, tout ce genre d'applications, donc peu importe à la rigueur ce que j'ai installé, ça c'est surtout pour faire des tests, et puis bon, pour avoir une machine avec suffisamment de paquets pour la vente. Et donc du coup, pendant ce temps, j'en ai profité pour m'occuper des paramètres graphiques et puis de tout ce genre de choses. Donc l'installation est définitivement terminée. Sur ce, j'espère que ce entre guillemets tutoriel vous aura plu, et si jamais vous avez des questions, un doute, un conseil, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si elle vous a déplu, n'hésitez pas aussi, je suis ouvert à toute discussion. Sur ce, merci à tous et à la prochaine. Ah bah là voilà, maintenant on voit 2040 paquets. Parfait. Allez, à plus.